Bonjour, merci de me permettre de participer à cette plénière. Du coup, je vais vous parler de communication du risque. Il y aura quelques rappels, quelques retours sur ce qui a été fait, puisque forcément, ça va se couper un petit peu. Pour commencer, mes liens d'intérêt, donc qui sont des liens, pas forcément des conflits en rapport avec cette présentation, mais je préfère les préciser quand même. Pourquoi communiquer sur les risques? On l'a vu brièvement tout à l'heure. Et bien déjà, c'est un droit du patient. C'est inscrit dans le Code de santé publique. Le patient doit prendre une décision éclairée grâce aux médecins, aux informations qui lui sont fournies. On a vu aussi qu'échanger les informations, ça permettait de communiquer à la fois sur les bénéfices et les risques, et une communication efficace, ça permet d'avoir donc une décision partagée, éclairée, sur la suite de la prise en charge du patient. On l'a vu aussi brièvement, le format et la présentation des risques vont influer la compréhension et la perception du patient, mais on va y revenir un peu plus précisément juste après. Le problème, c'est que cette communication, elle n'est pas si facile que ça, parce que les données vont être évolutives. On l'a bien vu au cours du Covid, tout ce qui changeait rapidement. Et tout ce qui est incertain mérite à être communiqué, et c'est une des parties les plus difficiles à communiquer avec le patient. Quand on demande aux médecins ce qu'ils font du calcul de risque, on peut voir dans cette étude qui a interrogé des médecins sur leur pratique vis-à-vis de la prescription de statine, que des patients avec un risque cardiovasculaire absolu élevé, mais un faible taux de cholestérol, une indication a priori sur le risque global à traiter, à mettre un traitement qui diminuera la mortalité, eh ben, il n'y en a que 40% qui reçoivent ce traitement. Inversement, des patients avec un taux de cholestérol élevé mais à faible risque, il y en a aussi 40% qui ont un traitement alors que le bénéfice n'est absolument pas prouvé. Il y a une sous-utilisation en pratique du risque global par rapport à la prise en charge des facteurs individuels, quand il y a de la tension, quand il y a du cholestérol. Et quand on demande aux médecins après ce qu'ils en font de ce risque, et s'ils communiquent sur leurs patients, est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils ont envie de le partager, on voit que les médecins utilisent le risque, l'intègrent un peu, mais surtout ne tiennent pas compte de l'avis du patient s'ils considèrent qu'ils sont à haut risque ou à faible risque, l'avis du patient intervient peu. Alors qu'on essaie d'obtenir une décision et une information du patient pour avancer dans la prise en charge. Les patients, qu'est-ce qu'ils en pensent? On peut leur demander comment est-ce qu'ils perçoivent le risque cardiovasculaire. Donc, dans cette étude qui était basée sur une sous-étude de la cohorte Framingham, on voit que les patients se considèrent à peu près vers la moyenne. Ils se considèrent à risque modéré majoritairement. Mais en vrai, il y en a une partie, presque la moitié, qui est à faible risque, et un bon tiers qui est à risque élevé. Donc on n'est pas tous dans une sous-estimation ou une surestimation. Les patients tentent d'aller vers la moyenne, mais c'est assez variable aussi. Mais l'expression est toujours incertaine. Quand on essaie de cibler des patients qui sont à risque un peu plus élevé, par exemple des patients qui ont eu un test de dépistage colorectal positif, mais qui ne veulent pas effectuer leur coloscopie, ils se considèrent quand même qu'ils sont à risque plus faible que les autres, il n'y a pas de raison, et puis quand il n'y a pas de symptômes, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Alors qu'on sait que si le test est positif, il y a quand même un risque plus élevé, puisque c'est une probabilité post-test qui augmente le risque de maladie. Il y a une sous-estimation dans cette étude, mais dans cette qualitative, il y avait aussi une volonté des patients de dire que s'ils évaluaient mal le risque, ils avaient envie d'être informés un peu mieux et pour mieux comprendre et intervenir dans leur prise en charge. Donc, rapidement, pour revenir sur les différents risques, la réduction des risques relatifs, j'ai envie de parler de deux choses. L'empagliflozine, parce qu'en fait, c'est un inhibiteur de SGLT2 qui va sortir prochainement et dont la prescription sera réservée aux diabétologues, mais les patients risquent de venir nous poser des questions sur ces traitements. Donc la réduction de risque relatif dans l'étude MPAREG était de 32%, c'est une mortalité réduite de 32%, c'est assez impressionnant. Le risque absolu de mortalité globale est réduit de 2,6%, donc comme on l'a vu, ça réduit beaucoup. Et si on tente de formuler ça en nombre de sujets à traiter, ça fait 110 patients à traiter par an. Donc c'est pas mal. Quand on transpose ensuite au dépistage par mammographie, la mortalité spécifique et pas globale est réduite de 15%. En risque relatif, en risque absolu, on est à 0,05%. Et par contre, ça fait 2000 femmes dépistées par an pendant 10 ans.
Donc forcément, quand on va présenter ça aux patients, est-ce que vous voulez un traitement où il y a 110 patients à traiter par an pour gagner une vie, ou est-ce que vous voulez peut-être faire partie des 2000 femmes à traiter pendant 10 ans? Le bénéfice ne va pas être perçu de la même façon. Là, c'est le schéma qui permet de visualiser aussi avec cette figure donc, la différence entre le dépistage et l'absence de dépistage en risque relatif, à gauche, et en risque absolu, la différence est nettement moins perceptible, même pour nous à l'œil nu. Il y a plein d'outils qui permettent de dépister, de présenter des risques aux patients. Là, c'était pour montrer la réduction du risque, du temps de symptômes dans les angines traitées par antibiotiques. Donc 16 jours, c'est pas énorme. On a déjà vu sur la mammographie. Et puis il y a un site que vous pouvez aller regarder, c'est thennt.com, où il y a plein d'exemples pour voir les risques dans plein de situations utilisables en santé, en soins primaires ou même secondaires pour discuter avec les patients. Donc ça c'est bien, mais comme on l'a dit, on est sur quelque chose d'assez populationnel, global, absolument pas individualisé. On est dans ce qui sort des études brutalement. Et donc on en vient à mieux apprécier le risque et mieux le partager lorsqu'on va personnaliser le risque du patient. Donc on va l'adapter à ses caractéristiques, transmettre une information qui sera plus pertinente, et on va voir améliorer à la fois la compréhension et la perception du risque, et bien sûr améliorer, on l'espère, l'implication du patient dans leur santé. Sachant qu'on peut améliorer en augmentant la participation à un test, ou au contraire en le diminuant, tant que le patient est impliqué. Donc plusieurs outils aussi pareil, donc les outils pour les calculs du risque cardiovasculaire comme celui de la Mayo Clinic, où on va mettre donc l'âge, le sexe, les variables de cholestérol, etc. Le site du CRES sur le vaccin AstraZeneca ou les autres vaccins où on choisit en fonction du sexe et de l'âge à partir des études pour justement affiner sur certains critères et mieux personnaliser l'information transmise. Et puis les Britanniques ont fait un site qui est le Q-Cancer, où en fait vous marquez il y a plein de questionnaires. Il y a une vingtaine de questions, les symptômes, les antécédents, etc. Et vous avez votre risque personnel de cancer, donc d'avoir un cancer à 10 ans, dans toute votre vie d'ailleurs, avec les sous-groupes poumons, sein, colorectal, voilà, et puis les petits sourires en dessous, les petits pictogrammes pour aider à l'explication. Le plus utilisé en France, c'est quand même le score. Il y a une plénière dédiée, donc je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais le score, du coup, entre 45 et 65 ans, ce qui est assez limitant pour son utilisation quand même. C'est un score de mortalité développé en 2003, avec des seuils qui ont été posés arbitrairement, comme l'a dit Rémi, à 5% pour le risque élevé. Bon, c'est pas très personnalisé, mais du coup, ils ont décidé de le changer, puisqu'il y a 3 jours, ils ont sorti un nouveau score, qui est le score 2, où cette fois-ci, ils proposent d'adapter sur l'âge, avec des seuils différents. Donc, chez les moins de 50 ans, les seuils de haut risque, moyen risque modéré et haut risque sont différents. 7,5% chez les moins de 50 ans, jusqu'à 70 ans, 10%, et chez les plus âgés, puisqu'on n'avait rien non plus chez les patients plus âgés, 15%. À voir ce qu'on fera après de ce score, de cette nouvelle version du score. Mais une nouvelle fois, quand on regarde les chiffres, les seuils qui ont été mis, 10% de risque, on se dit ils ont augmenté le seuil, c'est bien. Sauf que là, on ne parle plus de risque de mortalité, c'est un score de morbimortalité. Donc il y a les accidents fatals et non fatals. Et normalement, il y a un facteur 4 à peu près entre les deux. Donc quand on passe d'un risque élevé qui était avant à 5%, normalement, si on multiplie par 4, on devrait arriver à 20%. Et là, le risque, en fait, il est à 10%. Donc en faisant ça, en fait, ils ont abaissé aussi le seuil du risque cardiovasculaire. Et donc probablement que ça aura des impacts aussi sur les recommandations qui vont sortir et qui seront à prendre avec prudence au niveau de leur intérêt clinique. L'effet des modalités de communication. Donc, on peut communiquer en risque absolu comme on a fait là, on peut aussi communiquer en année de vie gagnée. Donc quand on présente au patient, est-ce que être traité par statine, ça permettra d'avoir une personne sur moins qui décédera au bout de 10 ans, ou quand on leur dit votre espérance de vie est de 16 ans, avec un traitement, vous vivrez 4 mois de plus en prenant ce traitement toute votre vie. Eh bien, il n'y a plus qu'on passe de 25% de patients qui prennent leur traitement, qui le renouvellent,
à 5% lorsqu'on leur parle en année de vie. Donc les années de vie, c'est un mauvais moyen de communiquer, même si ça a l'air assez pratique à visualiser, mais en tout cas, ça baisse la perception du patient. Le format de l'information, on peut parler, comme on l'a vu, donc, de risque de mortalité. On peut présenter ce risque à 10 ans ou ce risque sur toute la vie. On voit que la perception du risque tend vers le haut risque lorsqu'on présente un risque sur toute la vie. Par exemple, si on utilise les calculateurs américains qui présentent les deux versions, un patient de 55 ans qui a une tension à 140/90, un LDL cholestérol à 1,6 g, qui ne fume pas, qui n'a jamais fumé, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas de traitement pour son hypertension qui est limite, on va dire, son risque à 10 ans, il est de à peu près 20% d'avoir un événement cardiovasculaire. Mais son risque sur toute sa vie, il est à 50%. Donc forcément, quand on dit à quelqu'un vous avez une chance sur 2 d'avoir un événement cardiovasculaire, la perception est modifiée. L'autre chose qui va modifier la perception, c'est ce qu'on va présenter tout à l'heure avec le Q-score. Je vous ai présenté des pictogrammes, les petits sourires. Et on l'a vu aussi avec Rémi Moussalon tout à l'heure dans la présentation des autres risques cardiovasculaires. Présenter un pictogramme, ça a tendance à baisser le seuil de perception du patient au niveau de son risque par rapport au graphique en barre et à l'absence de graphique lorsqu'on ne présente que les chiffres. Les outils d'aide, on en a parlé aussi un petit peu, mais qu'est-ce que ça donne sur les patients? Lorsqu'on donne une information sur la mammographie, le dépistage par cancer du cancer du sein par mammographie, et qu'on donne une information qui est assez classique sur la réduction de mortalité, les faux positifs, par rapport en ajoutant une notion de surdiagnostic, les patients déclarent faire un choix éclairé dans la moitié des cas lorsqu'on ajoute la notion de surdiagnostic contre 15% sans cette notion. Et on voit aussi une légère baisse dans la participation au dépistage. Ça peut varier selon les études. Concernant le cancer de la prostate, les aides décisionnelles améliorent, d'après des revues systématiques, les connaissances, le conflit décisionnel également, mais il n'y a pas de modification dans la réalisation du dépistage qui est laissé globalement à l'avis du médecin. Et dans les infections des voies aériennes supérieures, une intervention favorisant la décision partagée sur la prescription d'antibiotiques permet de réduire la prescription d'antibiotiques sans augmenter les reconsultations et ni diminuer la satisfaction des patients. Ça peut être quand même sympa que les patients soient satisfaits à la fin de la consultation. Tout ça, ça prend quand même un peu de temps, parce qu'il faut présenter les outils, il faut discuter avec le patient. Il suffit qu'il y ait 3 motifs, on ne va peut-être pas présenter les 3, mais utiliser un outil en consultation pour présenter le risque et mieux le présenter en tout cas, ça rajoute 2,6 minutes de consultation, ce qui n'est pas énorme. Bon, après, si on le fait 20 fois dans la journée, ça va prendre plus de temps. Et donc, si on synthétise un petit peu l'effet des modes de communication, il y a 3 axes principaux. L'effet perçu, le patient a une meilleure perception de l'effet grâce au risque, à la réduction relative du risque, qui est améliorée par l'utilisation d'outils, alors qu'il a une moins bonne compréhension, une moins bonne perception du risque quand on utilise le nombre de sujets à traiter et les années de vie gagnées. Concernant la compréhension, c'est quand même un point crucial dans ce qu'on va faire. L'utilisation du risque d'outils est toujours ce qui va améliorer la compréhension des patients, contrairement aux autres modes de communication. Et le point un petit peu touchy, ça va être la persuasion. Est-ce qu'on est censé vouloir persuader le patient de faire quelque chose? Et bien, quand on utilise une réduction du risque relatif, ça va persuader beaucoup le patient. En tout cas, le patient va beaucoup plus suivre l'avis du médecin, même s'il comprendra peut-être un peu moins l'utilisation d'outils. Et les années de vie gagnées, ça ne persuade pas du tout. Mais il ne comprend pas grand-chose non plus. Comment communiquer? Bien sûr, il faut avoir un langage adapté pour transmettre l'information de façon compréhensible au patient. Qu'est-ce qu'on va transmettre au patient? Comme je vous ai dit, on peut pas, donc ça prend 2,6 minutes de plus d'utiliser des outils, il faut communiquer. Je rappelle qu'il y a 40 à 80% des informations transmises qui vont être oubliées lors de la consultation. Mais si on prend une décision lors de la consultation parce qu'on a bien expliqué,
même s'il n'a pas forcément retenu 2 semaines après ce qui s'était passé, au moins il a pu partager la décision au moment de la consultation. Faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, qu'est-ce que c'est que quelque chose de fréquent? Est-ce qu'un effet secondaire fréquent, c'est 50%, 25%, 10%, 1%? On préfère voter, mais bon, j'ai pas des petits cartons pour faire un truc moderne. Ça dépend à qui on demande. Lorsque l'on demande aux patients ce que c'est que fréquent, c'est 50%. Donc quand vous dites à un patient, les effets secondaires de ça sont fréquents, 50%. Les médecins, on est à 25% de quelque chose de fréquent, et donc bien sûr, vous avez compris qu'en vrai, un effet indésirable fréquent, c'est entre 1 et 10%. On va préférer, comme on l'a dit, d'essayer de limiter l'utilisation des risques relatifs seuls pour éviter d'être trop persuasif et plutôt essayer de présenter quelque chose de factuel, donc utiliser plutôt des fréquences naturelles. Le vaccin AstraZeneca, qui est toujours très discuté en ce moment, sur ses effets secondaires, c'est une personne sur 100 000, donc comme on l'a dit à peu près, qui risque d'avoir une thrombose. Et j'ai entendu qu'il y avait des gens qui allaient manger au restaurant ce midi. Sachez que vous avez un risque de 4 personnes pour 100 000 de finir hospitalisé pour une anaphylaxie grave en allant manger au restaurant. Donc faites-vous plutôt vacciner, il y a moins de risques. En termes d'efficacité ou d'échec, alors on l'a déjà dit, parler par la peur, ça ne favorise pas les changements. Donc je ne vais pas revenir plus longtemps là-dessus, et puis utiliser des outils appropriés. Tout ce qui est sur les incertitudes, c'est important. On a trouvé que partager les incertitudes, ça améliore la relation médecin-patient et l'alliance thérapeutique pour les consultations à venir, même si ce n'est pas sur le sujet actuel de cette consultation-là. Et bien sûr, l'intérêt de tout ça, c'est quand même d'écouter le patient, de soutenir ses préférences et de les discuter éventuellement. Et pas de ne pas tenir compte de son avis. Sinon, ça ne sert à rien de perdre 2,6 minutes. Donc en conclusion, il n'y a pas de solution miracle, parce que tout ce qui va influer dans les changements comportementaux des patients, ce n'est pas uniquement une présentation de risque ou pas. On peut reprendre ce schéma, donc on voit à peu près que pour obtenir un changement, ça va dépendre de la menace, ça va dépendre de la gravité perçue, de plein de facteurs associés dont on a parlé à personnaliser, et de l'entourage du patient, est-ce qu'un proche a eu la maladie. Et avec tout ça, donc là-dedans, il y a une petite partie qui va être l'influence du médecin et la présentation du risque, mais qui peut être déterminante quand même. Pikachu, il ne sert absolument à rien, c'est juste que ça va être fixé, parce que quand il y a un truc drôle sur une diapo, on retient mieux la conclusion. Donc pour communiquer de façon efficace, c'est quelque chose d'indispensable actuellement pour respecter les droits du patient et améliorer la satisfaction du médecin, du patient, et parvenir à une alliance thérapeutique. Toute présentation du risque s'accompagne forcément de biais de présentation et d'interprétation qu'on va essayer de limiter pour présenter l'information la plus claire aux patients et la moins influenceuse. Les outils d'aide utilisés sont au mieux validés et doivent être testés pour voir s'ils sont adaptés à la population dans laquelle on l'utilise et s'ils ne déforment pas le risque. Et enfin, ce qu'on essaie, c'est surtout éviter d'influencer le patient, parce que là, sinon, c'est plus de la présentation du risque, c'est juste un non-respect des droits du patient. Et donc, l'objectif de cette communication, c'est vraiment d'échanger de façon raisonnable. Donc, échanger, raisonnable, et en utilisant des données factuelles de la science, en partageant les doutes. Je vous remercie.